Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et depuis quelque temps, Franck Ferrand revient régulièrement sur Europe 1 sur quelques-unes des pages les plus sombres de l'histoire de France, histoire de relativiser nos difficultés actuelles. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous avons en effet parlé déjà des lendemains de Pavie, de la veille de Denain, bref, de moments terribles où le pays était au bord du gouffre. Ce sont les suites de l'effondrement militaire de Sedan que j'aimerais évoquer aujourd'hui, ce qui est resté dans les mémoires, vous savez, comme la funeste année 1871. Et pour en parler, vous avez invité Bruno Fuligny, qui est un habitué de l'émission, oui, ainsi que le grand biographe de Napoléon III. et Eric Anceau, qui enseigne à la Sorbonne et à Sciences Po. C'est un exercice difficile que je vais leur demander à tous les deux, puisque le but est de vous faire toucher du doigt les angoisses de nos ancêtres. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le 4 septembre 1870, la nouvelle a saisi les Parisiens. L'armée française, l'armée de Napoléon III, vient de s'effondrer à Sedan devant l'armée prussienne, l'armée de Guillaume Ier. C'est un désastre, c'est une véritable débâcle. Aussitôt à Paris, la foule envahit l'Assemblée de l'époque, qu'on appelle le corps législatif. Le régime impérial est très vite renversé et ce sont des députés républicains qui vont assumer le pouvoir avec l'intention, c'est très important de le préciser, avec l'intention à ce moment-là de poursuivre la guerre malgré cette défaite. Après tout, le maréchal Bazaine à l'époque dispose encore de quelques 130 000 hommes qui sont retranchés dans Metz. Or, il n'est pas tout seul. Le problème, c'est que les 3e et 4e armées prussiennes, sous le commandement supérieur de von Moltke, se rapprochent maintenant de Paris. Alors, elles n'avancent pas très vite, mais elles avancent très sûrement. Et dans quelques jours, elles atteindront la capitale. Alors, comment Paris peut-il se défendre ? C'est là qu'il faut se remettre dans l'état d'esprit des gens de l'époque. Pour les stratèges français de 1870, la capitale de l'Empire, enfin, je devrais dire maintenant de l'ex-Empire, est imprenable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle bénéficie d'un extraordinaire système de fortification. Vous savez, les fameuses fortifs, comme on disait dans les faubourgs. Ces 94 forts, dont 17 fortins avancés, constituent une longue ceinture, 33 km autour de Paris. Ils ont été construits une trentaine d'années plus tôt, à l'initiative d'un Premier ministre de Louis-Philippe, un certain Adolphe Thiers, qui dans notre affaire d'aujourd'hui va jouer un rôle important. On estime qu'il faudrait au moins 5 à 600 000 hommes pour forcer l'accès de ces fortifications. Or, dans Paris même, le gouverneur militaire, il s'appelle, à l'époque c'est le général Trochu, dispose lui aussi de troupes, 12 000 hommes, auxquels il conviendrait d'ajouter quelques 15 000 marins accourus de Brest depuis l'effondrement de Sedan. Et il faut surtout compter sur comment pourrait-on dire, on dirait aujourd'hui la sécurité civile, sur la milice bourgeoise. 135 000 gardes nationaux mobiles, plus 330 000 sédentaires, ça fait une très belle défense. Autant dire qu'une grande partie des Parisiens est en armes. On comprend mieux, lorsqu'on a tout ça à l'esprit, que les Prussiens aient dû se contenter de venir faire le siège de Paris. Ils vont en quelque sorte affamer les Parisiens. Alors, vous le savez, ce siège a laissé des souvenirs cuisants, encore très vifs après un siècle et demi. Moi, j'ai des amis parisiens. Je parle de vrais Parisiens, pas des provinciaux immigrés dans mon genre. Des Parisiens qui font encore régulièrement référence à l'époque où l'on vendait du chien ou du chat à cuisiner. 4 francs la livre pour le chien, 20 francs pour le chat, parce que c'était considéré comme plus facile à manger. On tenait même place de l'hôtel de ville un marché aux rats, figurez-vous, aux rats d'égout, 50 centimes pièce, bien accommodé. Il paraît que ça a plus ou moins le goût du perdreau. Bref, ça c'est pour Paris. Mais le reste de la France pendant ce temps, comment est-ce qu'on réagit dans les différentes villes de France? Comment est-ce qu'on réagit dans les fins fonds des régions? Comment va-t-on voter lors des élections législatives d'urgence qui vont être organisées en février pour disposer d'une assemblée capable de voter l'armistice? Et du reste, cet armistice, comment est-il accueilli dans une opinion bouleversée par l'effondrement général? Ce sont des questions comme celle-là que nous allons nous poser aujourd'hui, avec comme horizon la Commune de Paris. Vous savez, cette insurrection qui au printemps de 1871 va profondément et pour longtemps marquer les esprits, et pas seulement en France. Les émois, les angoisses, les beautés, le sursaut, l'énergie de la terrible année 1871, c'est notre grand sujet d'aujourd'hui.
Un extrait sur Europe 1 du démon d'Anton Rubinstein. On se retrouve dans un court instant, juste après ça. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec ses invités aujourd'hui sur Europe 1, Éric Anseau, qui est historien spécialiste de l'histoire de France du 19e siècle, plus particulièrement de la Deuxième République et du Second Empire. Avec nous, l'écrivain et historien Bruno Fellini. Bonjour à tous les deux. Merci de venir nous éclairer sur cette période particulièrement dure de la fin de l'année 70 et du début de l'année 71. Le terrible hiver 70-71 en vérité. Alors, on a bien compris que début septembre 1870, c'est un régime qui s'effondre, c'est le Second Empire qui tombe. Napoléon III était lui-même à la tête de ses armées. Quelle idée avait-il eu, alors qu'il était en plus très malade, dans une situation presque intenable, quelle idée avait-il eu de se mettre lui-même à la tête des troupes, Éric Anseau ? Bonjour Franck. Oui, un régime qui apparaît très solide. Le plébiscite de mai 1870 l'a conforté. 7,5 millions de oui sur 11 millions d'électeurs. Et une guerre qui est déclarée à l'initiative de Bismarck et un piège qui est tendu à la France dans lequel va tomber Napoléon III. Napoléon III vit dans la mystique du Premier Empire de son oncle Napoléon. Et comme Napoléon dirigeait ses armées, il va considérer qu'un Bonaparte ne peut faire autrement que de se placer à la tête de ses troupes. Il part d'ailleurs avec son fils, le prince impérial, donc tout ça est très symbolique, bien entendu. Tout à fait. La première échauffourée de la guerre a lieu à Sarrebruck le 1er août, et effectivement, c'est un baptême en quelque sorte du feu pour le prince impérial, qui a ramassé une balle sur le champ de bataille, et très vite les républicains vont l'appeler l'enfant de la balle. Donc tout démarre bien, mais en fait, se placer à la tête de ses troupes quand on n'a jamais véritablement commandé une armée. C'est à double tranchant. Et voilà, et quand on est atteint de colique néphrétique, quand on a, imaginez-le dans la vessie, un caillou gros comme un œuf de perdrix, est-ce que c'est bien prudent ? Napoléon III peut à peine tenir debout et il est là censé diriger les armées françaises, c'est presque impensable. Et il faut dire aussi que le régime, même s'il était effectivement assis et consolidé par ce récent plébiscite, a subi pas mal de bouleversements dans les récentes années. Alors on est dans ce qu'on appelle la période de l'Empire libéral, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ouverture qui s'est produite, Bruno Fellini. Il y a eu une ouverture avec le gouvernement d'Émile Ollivier, c'est-à-dire qu'on a nommé un ancien républicain, si j'ose dire, et pour simplifier. À partir du moment où la guerre est déclarée, on revient vers les fondamentaux, les bonapartistes purs et durs. C'est l'impératrice qui assume la régence, donc là on rigole plus. L'impératrice assume la régence à partir du moment où Napoléon III n'est plus en état de diriger l'État. Et puis on a Palikao, cousin Montauban, comte de Palikao, un général de 74 ans qui s'est illustré en particulier dans la campagne de Chine, d'où ce titre un peu exotique. Et puis surtout cet empire qui a des bases solides en province est très contesté dans la capitale. Dès le mois de janvier 1870, suite à la sombre affaire Victor Noir, un témoin un proche de la famille impériale, un membre de la famille impériale a assassiné. Un des cousins de Napoléon III va assassiner un journaliste qui s'appelle Victor Noir. Un jeune journaliste, qui plus est un très jeune journaliste, et il va y avoir un procès, il va y avoir des manifestations, on va entendre le cri de Vive la République dans les rues de Paris dès janvier 1870. Et peut-être qu'avec cette guerre, Napoléon III a pensé qu'il allait pouvoir se réconcilier, y compris avec les classes populaires. Mais pour cela, il fallait gagner. Alors on avait promis à l'empereur que pas un bouton de guêtre ne manquait, que toute l'armée était prête et qu'on allait faire qu'une bouchée des Prussiens. En fait, c'est le contraire qui se passe, Éric Anseau. Bien sûr, une faillite de la diplomatie, puisque en fait, nous avions théoriquement des alliances du côté de l'Italie et de l'Autriche, et dès le début de la guerre, les Italiens et les Autrichiens vont nous abandonner, et une faillite militaire, puisque nous avons des effectifs inférieurs à l'armée prussienne, un matériel également inférieur, et surtout un commandement défaillant, des généraux qui pour la plupart se sont fait la main, on les appelle d'ailleurs les Africains, en Algérie, dans des guerres coloniales, là où les Prussiens ont affronté des armées modernes, en particulier l'armée autrichienne en 1866, qu'ils ont défait en une bataille. Imaginez, Sadova, c'est absolument incroyable. Donc un déséquilibre, une asymétrie énorme des forces. Alors à partir du moment où l'armée française s'écroule, alors évidemment il ne faudrait pas croire qu'on ne s'est pas battu quand même, il y a eu des affrontements d'une violence extraordinaire, mais néanmoins on n'a pas fait du tout le poids, les Prussiens vont descendre vers Paris. Pourquoi cette volonté de von Moltke d'aller tout de suite vers la capitale ? Au XIXe siècle et même avant, l'idée de prendre la capitale de l'ennemi, théoriquement, met fin à la guerre. Oui, mais comme vous l'avez bien expliqué dans votre propos introductif, la donne change considérablement puisque suite à la défaite de Sedan, à la capitulation de Sedan, les républicains prennent le pouvoir.
Et les républicains vont transformer une guerre qu'ils appellent une guerre dynastique à la base en une grande guerre patriotique. C'est tout l'élan mystique de la Grande Révolution qui ressurgit. Ah oui. Et là, Bismarck, On a von des Moltke, souvenirs de 1792. Là, tout à fait. Et le roi Guillaume sont extrêmement inquiets face à la fureur française. Que va-t-il advenir ? Mais ces républicains qui se sont emparés du pouvoir au gré des circonstances à Paris n'ont pas été tellement préparés à l'assumer, ce pouvoir. Certains d'entre eux sont même plutôt embarrassés, Bruno Fulini. Oui, Gambetta lui-même, au début, va voter les crédits militaires et pensait que, malheureusement, si je puis dire, de son point de vue républicain, pensait que Napoléon III allait gagner son pari. Donc il est même surpris de la déconvenue des armes françaises. Ces républicains, il faut bien le comprendre, sont aussi très patriotes. Ça va de pair à l'époque. Et à partir de là, ils sont déchirés entre leur haine de l'Empire et leur désarroi devant la défaite des armées françaises. À partir de là, ils essayent d'improviser un gouvernement de défense nationale. Alors, ils sont quand même sous la conduite de Trochu, qui fait ce qu'il peut, qui va être déshonoré devant l'histoire par un bon mot de Victor Hugo. Trochu, participe passé du verbe trochoir. Bon, Trochu, lui, n'est pas vraiment un républicain. Injuste, hein, c'est tout à fait injuste parce qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais il arrivait de toute façon trop tard. Et puis, quant à ces républicains, ce ne sont pas des militaires. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de ranimer le moral des Français. Ils essayent de constituer une armée, en particulier la fameuse armée de la Loire, qui est censée venir au secours de Paris. C'est-à-dire, il faut expliquer ce que c'est que cette armée de la Loire. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on a perdu sur les marches du Nord-Est, mais on a tout le pays derrière nous, il y a encore des forces énormes, et puis il y a, faut pas oublier l'Algérie aussi, éventuellement. Donc pourquoi pas, on est déjà dans ce raisonnement, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre, donc on va soulever le pays et rejeter les Prussiens. C'est ça, c'est en tout cas l'idéal des républicains qui viennent de prendre le pouvoir presque un peu malgré eux. Enfin, pas malgré eux, mais dans des circonstances très précipitées. D'autant qu'à côté de l'armée régulière, il y a d'autres forces. Il y a la garde nationale, cette milice qui est néanmoins en armes, et puis on commence à avoir des partisans qui apparaissent. Avec une sorte de résistance, si on peut dire. En quelque sorte, des maquisards, oui. Alors tout ça est en train de créer, bien sûr, un désordre, une confusion considérable, une confusion que l'on retrouve au sein même de ce nouveau gouvernement de défense nationale. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous nous intéressons cet après-midi sur Europe 1 à l'invasion prussienne de 1870 et aux circonstances terribles de l'armistice de 1871. Voilà, alors on va bien sûr parler un peu, parce qu'on a déjà fait des émissions là-dessus, de ce célébrissime siège de Paris, mais ce qui m'intéresse peut-être davantage encore, c'est de voir aujourd'hui ce qui se passe ailleurs en France. Comment est-ce que toutes nos bonnes provinces réagissent à ces circonstances, donc à cet effondrement du Second Empire, à cette invasion prussienne, Éric Anceau? De façon extrêmement variable, de même qu'elles étaient entrées, ces provinces, de façon très différente dans la guerre. Les grandes villes, comme Bruno Fulini l'a rappelé tout à l'heure, étaient en grande partie patriotes, républicaines, mais patriotes également, donc soutenaient la guerre. Les campagnes étaient plus divisées. Dans l'Est, on est très patriote. Dans le Sud, très éloigné du théâtre des opérations, on était plutôt pacifiste, pour parler clair. Et tout cela va se poursuivre au fil des mois et s'accentuer encore dans la voie du pacifisme. Et vous avez dit vous-même qu'il y avait eu ce plébiscite où l'on entend d'abord, pour des raisons démographiques évidentes à l'époque, la voix des campagnes, et que ce plébiscite était tout à fait favorable au Bonaparte et à la monarchie, disons. Donc d'un seul coup, ce changement de régime ne peut que heurter une partie des campagnes aussi, il faut le dire. D'autant plus qu'il y a les curés, il y a les notables, comme on dit, qui font leur travail pendant ce temps-là. Tout à fait. Et c'est bien pourquoi les républicains, qui s'étaient engagés dans les premières semaines de leur arrivée au pouvoir à consulter les Français pour des élections législatives, vont différer de semaine en semaine ces élections, alors que Bismarck, qui souhaite négocier, Bismarck c'est le chef du gouvernement prussien, avec un pouvoir régulier, presse ce gouvernement républicain d'organiser des élections, qui n'interviendront qu'en février 1871. C'est un vrai paradoxe de voir le chancelier de fer, de voir ce Bismarck, qui incarne lui-même un régime qui va devenir encore plus autoritaire avec la proclamation de l'Empire allemand très bientôt, de le voir favorable au scrutin populaire et à l'élection d'une Assemblée nationale. Mais il sait très bien que c'est tout l'intérêt des Prussiens, bien entendu, et d'un règlement rapide du conflit aussi, qui sinon pourrait s'éterniser. Alors, comment se passent les relations au sein du gouvernement de défense nationale? D'abord, où se trouve-t-il physiquement, Bruno Fulini? Il bouge beaucoup, parce que d'abord il est à Paris. On a l'épisode bien connu de Gambetta, ministre de l'Intérieur, qui est la grande figure du gouvernement. Voilà. Et alors qu'il n'est pas le chef du gouvernement au départ, mais qui d'abord est ministre de l'Intérieur, puis une fois qu'il a quitté Paris en ballon, et ça l'imagerie républicaine va évidemment exploiter cette scène extraordinaire. Nous sommes quelques années après, seulement après la parution des 5 semaines en ballon de Jules Verne. C'est vraiment héroïque comme acte pour un homme politique de l'époque de quitter une ville assiégée dans un aérostat. Il va
va ensuite être à Tours, où il va exercer ce qu'on va appeler la dictature de Gambetta. Donc il est à la fois ministre de l'Intérieur et ministre de la Guerre, et il règne sur ce qui reste de cette république proclamée à Paris et qui cherche à constituer une armée. Cette république, elle est défaite absolument partout. Et une fois que les pourparlers de paix auront commencé d'aboutir, Éric Anseau l'a dit, il y a ces élections législatives qui amènent la réunion d'une assemblée, mais à Bordeaux. Là, les députés se réunissent d'abord à Bordeaux, ils partiront un mois plus tard à Versailles. Donc pendant ce temps-là, Paris est délaissé. Les Parisiens qui ont pris les armes se sentent un petit peu abandonnés et considèrent avec beaucoup de méfiance ce pouvoir provincial, ce qu'ils vont appeler assez vite les ruraux. Les répétitions de l'histoire ne manquent pas d'ironie d'ailleurs, puisque ce trajet Tours puis Bordeaux, on le connaîtra 70 ans plus tard, évidemment. C'est exactement, d'ailleurs, ce sont presque même les mêmes routes qui sont empruntées. C'est assez étonnant. Alors, évidemment, à Paris même, un certain nombre de membres du gouvernement sont restés. C'est-à-dire que le gouvernement, il est lui-même éclaté entre ceux qui, enfin le gros du gouvernement qui s'est réfugié à Bordeaux, et puis ceux qui sont là à Paris. Je pense à Jules Favre, notamment, le ministre des Affaires étrangères. Il faut bien se rendre compte qu'au tout début, Trochu mis à part, le gouvernement de défense nationale, qu'est-ce que c'est ? Les députés parisiens, parce qu'ils sont républicains. Ça se confond, et parce qu'on est encore dans la logique qui a été celle du 19e siècle, en 1830, en 1848. Paris fait la révolution, la France change de régime. Oui, mais là, les choses vont se passer d'une façon très différente. Alors, comment est-ce qu'on communique entre ministres qui peuvent être comme ça séparés de 600 km et plus ? C'est compliqué. On communique mal, on communique d'autant plus mal que les ministres normalement s'appuient sur une administration. Un ministre tout seul n'est rien. Or ces administrations sont elles-mêmes éclatées. Ne parlons pas de l'armée française. Même la France a besoin de cette défaite pour prendre conscience de la pauvreté de sa fonction de renseignement. Je ne parle même pas de service de renseignement contre-espionnage, ça n'existe pas. Mais on a énormément de mal simplement à avoir des informations. Alors quant à envoyer des instructions et à organiser quelque chose, on en est très très loin. C'est véritablement une situation désastreuse pour la France en tant qu'État. Voilà. Et bien comprendre, Éric Anseau, cette distinction entre des provinces hésitantes qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et Paris qui, alors là, en revanche, est sous les drapeaux et veut, quoi qu'il en soit, en découdre avec les Prussiens. Et continuer la lutte. Le vote qu'on évoquait tout à l'heure de février 1871 est très significatif, puisque les Parisiens élisent des républicains pour continuer la lutte. Un Gambetta, un Garibaldi, l'Italien qui combat à nos côtés en tant que général, et des provinces qui votent très majoritairement monarchistes. Imaginez que sur 675 députés élus, les monarchistes pacifistes sont environ 400. Dans l'Assemblée de février 71. Dans la fameuse Assemblée de Bordeaux. Donc c'est quand même très très significatif. Oui, donc un véritable divorce du pays et en même temps une très grande dissension au sein même du gouvernement sur l'attitude à adopter face aux propositions de Bismarck. C'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit qui revient maintenant précisément sur les négociations de paix, Franck. Oui, on est donc dans cet hiver 70-71 dont il faut souligner qu'il a été particulièrement rude au passage. La Seine charrie, j'allais dire des morceaux de banquise, peut-être pas exagéré, mais en tout cas des gros glaçons. Vous voyez, c'est assez. Le froid est terrible, les échanges sont complètement paralysés. Faut pas oublier qu'une partie non négligeable de la jeunesse de France a été mobilisée pour cette campagne. Les chevaux ont presque tous été réquisitionnés, ce qui ne facilite pas les labours. On est en pleine période des labours. Donc vous voyez à quel point dans les différentes provinces on peut se poser des questions, bien entendu. Alors Gambetta, lui, ne veut pas en démordre. Il faut se battre. On ira se battre en Auvergne, dit-il, s'il le faut, et dans le Morvan, et au besoin jusqu'à la Garonne et jusqu'aux Pyrénées, et même en Algérie. Vous voyez déjà ce raisonnement. Il y a chez Gambetta une extraordinaire, une farouche énergie. Cet homme est plein de magnétisme. Il est le grand personnage, il est l'animateur, on peut dire, de la résistance, si j'ose employer ce terme anachronique. Et puis voilà que il reçoit soudain, on est le 29 janvier 1871, donc entre parenthèses, à Versailles, l'Empire allemand vient d'être proclamé dans la Galerie des Glaces, mais enfin ça nous entraînerait sur un autre sujet, si l'on peut dire.
En tout cas, on reçoit à Bordeaux ce télégramme signé du ministre des Affaires étrangères, signé de Jules Favre. Versailles, 28 janvier 1871, 11h15 du soir. Nous signons aujourd'hui avec Monsieur Bismarck un armistice de 21 jours est convenu. Une assemblée convoquée à Bordeaux pour le 15 février. Faites connaître nouvelle à toute la France. Faites exécuter armistice et convoquez électeurs pour le 8 février. Un membre du gouvernement va partir pour Bordeaux. C'est tout à fait stupéfiant ce qui se passe. Et 2 jours plus tard, il y aura ce célèbre discours de Gambetta dont j'avais dit que je ne vous le lirai pas et puis je ne résiste pas au plaisir parce que c'est quand même extraordinaire. À notre insu, hurle Gambetta à la tribune. Sans nous, enfin la tribune, en tout cas devant tous ceux qui veulent bien l'entendre, on est à Bordeaux. Sans nous consulter, on a signé un armistice dont nous n'avons connu que tardivement la coupable légèreté, qui livre aux troupes prussiennes des départements occupés par nos soldats et qui nous impose l'obligation de rester 3 semaines au repos pour réunir dans les tristes circonstances où se trouve le pays une assemblée nationale. Nous avons demandé des explications à Paris et gardé le silence, attendant pour vous parler l'arrivée promise d'un membre du gouvernement. Cependant, personne ne vient et il faut agir. Français, c'est une adresse. Français, songeons à nos pères qui nous ont légué une France compacte et indivisible. Ne trahissons pas notre histoire. Non, il ne se trouvera pas un Français pour signer ce pacte infâme. Vous voyez donc la belle cacophonie au sein même de ce gouvernement de défense nationale. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser Favre et puis derrière lui le gouvernement de Paris à négocier ainsi avec Bismarck? Mais encore une fois, il faut tenir compte de ce froid terrible, de la disette. Je vous ai dit que les Parisiens en étaient à manger du chat, du chien et même l'éléphant du jardin des plantes. On a été pour se chauffer jusqu'à couper les arbres du bois de Boulogne, puis jusqu'à dépecer les bancs des boulevards. Finalement, la seule chose qu'on ait en abondance à Paris, c'est de l'alcool. Et bien entendu, cet alcool fait par ailleurs des ravages. Alors, on fait des sorties, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des attaques contre les Prussiens. Mais à chaque fois, c'est un véritable désastre. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis le 5 janvier, les Prussiens commencent à bombarder Paris et bombardent notamment la rive gauche. Donc tout ça crée une espèce de tension absolument impensable. Jules Favre a refusé de se rendre à la conférence qui avait été convoquée à Londres pour le 3 janvier, à la demande des Russes d'ailleurs, invitation du gouvernement britannique. Il faut dire qu'à Bordeaux, on l'avait beaucoup poussé à y aller. On disait mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais Jules Favre se dit que si Adolphe Thiers, avec son expérience, avec son entre-gens, n'a rien obtenu au cours de la longue tournée qu'il vient de faire des chancelleries européennes, alors lui n'obtiendra rien non plus. Ce qu'il faut maintenant, c'est négocier l'armistice. Alors Monsieur Favre va mettre son paletot, il va essayer de traverser les lignes prussiennes et il va arriver à rejoindre à Versailles le chancelier de fer pour négocier. Offenbach qui va partir, si je puis dire, avec le Second Empire, emporté par la Seine et ses crues. Alors, évidemment, cette mission extrêmement délicate qui a été confiée à Jules Favre est le plus mauvais moment de sa carrière. Il savait ce qui l'attendait, il était conscient. J'avais depuis longtemps prévu, écrira-t-il, cette dernière et cruelle épreuve qui me serait réservée. Il faut dire qu'on a essayé, évidemment, d'envoyer d'autres personnes à sa place, et notamment les maires de Paris, les maires des arrondissements de la capitale, sauf que, évidemment, les maires n'ont rien voulu savoir. Il n'est même pas question pour un élu parisien d'aller négocier avec l'ennemi. On commence d'ailleurs à crier, parce qu'il y a des insurrections, des émeutes qui commencent à se déclencher. Le 21 janvier au soir, notamment des gardes nationaux ont envahi la célèbre prison de Mazas où se trouvaient les prisonniers politiques, et on a crié « Vive la commune !» Vous voyez déjà, ça commence, le gouvernement est obligé de faire fermer les clubs populaires. Donc il y a une très forte agitation et évidemment Favre s'est dit qu'il n'avait pas le choix. Voilà ce qu'écrit Jacques Chastenay. Favre quitta le ministère des Affaires étrangères à 5h de l'après-midi, tapis au fond d'une voiture, et gagna le pont de Sèvres. Une petite barque manœuvrant au milieu des glaçons lui fit traverser la Seine rougeoyante des reflets de l'incendie que les Allemands venaient d'allumer à Saint-Cloud. On est dans ce contexte en plus de guerre. À 8h, il était à Versailles. C'est là que 5 jours auparavant, dans la Galerie des Glaces, le roi de Prusse avait été solennellement acclamé empereur d'Allemagne par les princes confédérés. À 9h du soir, le plénipotentiaire français est introduit auprès de Bismarck, désormais chancelier de l'Empire, et il est accueilli par ces mots «
Je vous attendais, monsieur. On peut même imaginer l'accent un peu allemand de Bismarck. Je vous attendais, monsieur. Et là, les négociations vont commencer. Elles sont extrêmement dures parce que c'est la tactique de Bismarck. Avant de se calmer, avant de lâcher du lest, il se montre toujours littéralement brutal dans les négociations. Il réclame évidemment des conditions épouvantables et le gouvernement, disons-le, on va y venir dans un instant avec mes invités, le gouvernement a opté pour un armistice général. Ce n'est pas seulement la capitulation de Paris qui est en cause, c'est l'armistice général pour l'ensemble de la France. Le lendemain, Favre retournera à Paris pour mettre le gouvernement au courant des conditions des Allemands, comme il faut dire désormais. Bismarck ne semble pas exiger l'entrée des troupes allemandes dans la capitale et il accepte que soit procédé à l'élection d'une Assemblée nationale. En vérité, non seulement il l'accepte, mais il y a, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout intérêt. Favre reçoit donc les pleins pouvoirs pour conclure une convention qui sera donc une convention d'armistice général. Les pourparlers vont reprendre à Versailles le 23 au soir. On est à l'hôtel de GC, rue de Provence, où s'est installé le chancelier Bismarck. Les négociations reprennent donc le 23 au soir et elles vont durer jusqu'au 28. C'est terrible, hein, on négocie pied à pied. Le plénipotentiaire français se défend comme il peut, mais évidemment, on a un peu l'impression de la souris avec laquelle le chat Bismarck est en train de s'amuser. La convention sera signée le 28 à 10h du soir, malgré l'opposition de Moltke qui, lui, aurait voulu aller encore plus loin dans une guerre d'extermination. On se rend compte finalement que dans chacun des camps, ce sont les modérés, si l'on peut dire, avec sans doute de part et d'autre de fortes arrière-pensées, ce sont les modérés qui l'ont emporté sur les radicaux. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Précisément au cœur de l'année 1871, une année maudite, Franck. Alors, l'armistice a donc été signé. On va pouvoir élire cette Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire, Bruno Fulini, que dans l'esprit des membres du gouvernement de défense nationale, il était un peu question de refiler le bébé, si je puis dire. C'est-à-dire que c'était une trop grosse responsabilité à prendre devant l'histoire. Il était grand temps que qu'une assemblée émanant du peuple s'en charge. Alors, des charges, on peut aussi soutenir que serait une république sans l'onction du suffrage universel. Ouais. Il fallait bien, comme en 1848, et c'est d'ailleurs la même loi électorale qui va être utilisée dans l'urgence, qu'on élise des représentants du peuple. Donc on a une assemblée unique, puisqu'on a eu le temps d'abolir le Sénat, et sont élus par scrutin de liste dans les départements, c'est 675 représentants, avec quelques grandes figures comme Victor Hugo, le grand exilé, Garibaldi, qui démissionne immédiatement, mais qui est quand même élu dans 4 départements. Extravagant à Bordeaux. Oui, mais Victor Hugo est totalement déçu dans ses espérances. C'est lui qui a forgé cette expression de l'année terrible. Mais d'un point de vue politique, lui qui pensait revenir acclamé en héros et peut-être être porté à la tête de cette république qu'il appelait de ses vues depuis 18 ans dans l'exil, se retrouve complètement marginalisé et il va saisir le prétexte de l'invalidation de Garibaldi pour lui-même démissionner tout de suite dans cette assemblée de ruraux où il n'a pas du tout sa place. Avec ce fameux discours que vous avez fait lire à l'Assemblée nationale il y a quelque temps d'ailleurs, où il explique aux députés pourquoi il s'en va, avec un panache extraordinaire. Il y a beaucoup de panache puisqu'il s'empare même de la plume d'un rédacteur des débats pour rédiger à chaud sa lettre de démission. Alors tous ses collègues de gauche le supplient de rester, le président le supplie de rester, il s'en va, il pense peut-être qu'il sera réélu parce qu'il y a beaucoup d'élections complémentaires organisées après, mais il sera abattu. En tout cas, cette assemblée a l'onction du suffrage universel, mais elle n'est pas du tout républicaine. Alors on dit que pendant les négociations de l'hôtel de GC à Versailles, Bismarck a agité constamment devant Jules Favre le spectre d'une restauration impériale en fait. Et si les Bonaparte revenaient, c'est ça, pour l'impressionner en quelque sorte. Oui, il agitait en fait ce spectre dès le 4 septembre. C'était une monnaie en fait de négociation. Napoléon III avait été emmené prisonnier en Allemagne, à Wilhelmshöhe, et donc si vous voulez, tout à fait, c'était un moyen pour lui de forcer les républicains à négocier et accepter le plus possible dans le traité de paix. Alors quelles sont les conditions, en gros, parce que je ne vous demande pas évidemment de reprendre toute la convention d'armistice, mais quelles sont les conditions fixées par Bismarck? 3 conditions extrêmement par Bismarck, il ne faut jamais négliger d'ailleurs le rôle essentiel de Guillaume Ier lui-même, qui participe indirectement aux négociations. Et de von Moltke. Et qui a durci les conditions. Alors 3 conditions fondamentales. Une indemnité de guerre telle qu'elle n'avait jamais été exigée
à un autre peuple avant, dans l'histoire, imaginez 5 milliards de francs or. C'est une somme absolument considérable pour l'époque. Le fait que la France... Si je puis me permettre, Oui. arrêtons-nous une seconde là-dessus, parce que on s'est rendu compte, au moment où nous parlions de Pavie, par exemple, que la rançon de François Ier était une rançon absolument gigantesque qui représentait la richesse nationale d'une année, et qu'elle a été payée rubis sur l'ongle en 18 mois par la France. Et là, c'est la même chose. Les Prussiens nous demandent une somme absolument vertigineuse. Eh bien, on va la payer, enfin pas entièrement d'ailleurs, mais on va en payer une grande partie. 4 millions 9. Oui, voilà. 4 milliards 9, pardon. Et cette somme absolument extravagante, d'où sort-elle? On a l'impression que les bas de laine sont absolument inépuisables en France. En fait. Alors deux choses, le Second Empire a été une période de prospérité absolument inouïe pour la France, un grand enrichissement, donc effectivement les bas de laine comme vous l'indiquiez, et par ailleurs le gouvernement va contracter 2 emprunts sur la place de Londres, à la bourse de Londres, qui vont être couverts au centuple. Donc il y aura absolument aucun problème. Grande confiance dans la capacité de la France à se relever. Tout à fait, à se relever. Donc on évoquait donc cette indemnité de guerre très très lourde. Première condition. Le fait que la France sera occupée tant qu'elle ne l'aura pas acquittée, et les Allemands espèrent rester un temps considérable en France. Et troisième condition, la perte de l'Alsace-Moselle, qui deviennent en quelque sorte ces 2 provinces patrimoine commun de tous les Allemands. Eh oui. Reichsland, donc imaginez. Et ça n'était pas prévu initialement par Bismarck. Ça, c'est une amputation qui va d'ailleurs déterminer la suite, je pense déjà à la Première Guerre mondiale en fait. Bien évidemment, tout à fait. Donc des conditions extrêmement dures pour la France. On peut comprendre que les Républicains aient voulu s'en décharger sur la fameuse assemblée de Bordeaux puis de Versailles. Alors, ce qui est un paradoxe, Bruno Fellini, c'est que cette assemblée, donc élue en février, sortie des urnes en février 1871, est une assemblée très largement monarchiste. On pourrait s'attendre à une restauration, soit des Orléans, soit de la branche aînée des Bourbons. Et finalement, c'est ni l'un ni l'autre qui a lieu. On ne sait pas trop ce qu'est ce régime, puisque jusqu'en 1875, on n'a même pas le droit de le définir. On ne dit pas que c'est une république, on laisse entendre. La République proclamée en 1870 n'a un parlement qu'en 1871, n'aura de loi constitutionnelle qu'à la fin de 1875 et ne sera aux mains de véritablement de vrais républicains qu'en 1879. Voilà. Donc il y a un long processus. Presque 10 ans. Voilà, au cours duquel les bonapartistes sont sortis du jeu, bien sûr. En revanche, entre... Vous dites bien sûr, eux ne le pensent pas à l'époque, bien entendu. On commence à s'agiter autour du prince impérial. Sans doute, mais le nombre de sièges qu'ils occupent au Parlement est extrêmement restreint. Une trentaine en comptant large. Vraiment, ils sont marginalisés. À part dans quelques bastions bien précis, comme la Corse, ma foi, ils ne jouent plus de rôle moteur. En revanche, il y a des monarchistes, mais ces monarchistes sont divisés, en particulier entre orléanistes et légitimistes. Il y a également des hommes qui viennent de l'orléanisme, mais qui pourraient se satisfaire d'une république modérée, à une époque où les termes de république modérée, république conservatrice sont choquants, parce qu'on considère la république comme l'héritière de la grande révolution. Donc là, c'est une innovation politique de penser qu'il puisse y avoir une république conservatrice. Et donc, il y a un individu qui est au cœur de tout cela, c'est bien sûr Adolphe Thiers. Il est tout petit de taille, mais c'est sa grande ombre qui domine ses débuts du régime, Monsieur Thiers. Monsieur Thiers, disent les uns, Foutriquet ou Mirabeau-Mouche disent ses ennemis. En tout cas, un homme d'État qui est véritablement au centre du dispositif. Quelqu'un aussi qui a l'expérience des renversements, des bouleversements. Il a vécu 1830, il a vécu 1848. Il a été arrêté lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Et donc, il veut à la fois affermir son pouvoir et puis liquider la populace parisienne selon ses propres termes. Et évidemment, c'est Monsieur Thiers qui va devoir affronter cette célèbre commune de Paris. Nous y venons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. On en avait entendu 2 mesures vendredi, 3 aujourd'hui. Petit à petit, on aura la chanson complète. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut évoquer tellement d'aspects. Et alors là, cette commune, c'est fondamental. On a bien compris, je pense, depuis le début de cette émission que, et ça a été souvent le cas dans l'histoire du XVIIIe et surtout bien plus encore du XIXe siècle, Paris est assez coupé du reste de la France. Et alors là, c'est trouvé complètement coupé par le siège, il faut bien le reconnaître. La population parisienne, ce qu'il en restait en tout cas, parce que évidemment toute la haute bourgeoisie est depuis longtemps partie dans ses résidences secondaires, ce qui reste de la population parisienne était vent debout contre les Prussiens. Et voilà que d'un seul coup, c'est l'armistice, c'est
la capitulation complète, évidemment, ça ne peut pas passer. Les Parisiens vont décider de créer leur propre résistance à eux, en quelque sorte. Ce sont les origines de l'insurrection de la commune, Bruno Fuligny. Les Parisiens se sentent trahis, ils ont enduré toutes les épreuves du siège, la famine, le bombardement. Ils se sentent lâchés par ce gouvernement auquel ils ne se reconnaissent pas. Et puis après, il y a quelques maladresses qui vont définitivement mettre le feu aux poudres. L'histoire des canons. Alors, le 18 mars, c'est le déclenchement de la commune parce que il y a la malheureuse initiative de vouloir enlever pendant la nuit les canons que la garde nationale parisienne, ces canons n'appartiennent pas à l'armée, ils appartiennent aux Parisiens qui les ont financés eux-mêmes. Qui les ont payés eux-mêmes. Qui y tiennent parce que c'est le gage de leur liberté. Les canons ont été massés sur les hauteurs de Montmartre et de Belleville. On envoie des militaires les récupérer. Ça ne marche pas bien, ça traîne. Et je serai très bref là-dessus, mais évidemment, ça a été un drame. Finalement, le général qui commandait, le général Lecomte qui commandait cette opération est fusillé par ses propres troupes. On fusille également un ancien général de la garde nationale, Clément Thomas. Ça veut dire qu'on passe à la Révolution. On kidnappe l'archevêque de Paris. Entre autres, mais surtout le fait de fusiller 2 officiers supérieurs, là on sort de la légalité. C'est ce qui va épouvanter un Clémenceau. Clémenceau est le jeune maire de Montmartre, il est républicain à fond, il est jacobin à fond, il est pour la guerre à outrance, mais dans le cadre d'une légalité républicaine. Et là il va y avoir un divorce, non seulement des Parisiens par rapport à la province, mais des communards par rapport à la famille républicaine. Et c'est ça. Et donc là les républicains, enfin tout ce qu'il reste, on va dire, du gouvernement légal, c'est sauf qui peut, on se rabat près de l'Assemblée à Versailles, donc voilà tous les corps constitués, toute l'administration, tout le monde s'en va à Versailles avec Monsieur Thiers bien entendu, et les Versaillais vont préparer pendant plusieurs semaines la riposte bien entendu et la prise de Paris. La riposte, l'envoi de l'armée. Alors cette riposte va intervenir durant une semaine du mois de mai qu'on appelle la semaine sanglante. La semaine sanglante. Alors les chiffres varient en termes de répression, mais selon toute vraisemblance, les historiens très sérieux, je pense ici à Robert Thompson ou à Jacques Rougerie, avancent des chiffres de l'ordre de 10 à 15 000 communards fusillés, le fameux mur des fédérés du Père Lachaise. Rappelons, Bruno l'a évoqué tout à l'heure, que les communards de leur côté avaient également massacré donc des généraux, un maire adjoint de Paris, Gustave Chaudet, qui avait fait tirer sur la foule. Les grands monuments également. Tout à fait. Et puis également les 52 otages de la rue Axo. Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, va également être fusillé. Donc vous voyez, de part et d'autre, on se rend des coups. Oui. Alors cette commune de Paris, on n'entrera pas davantage. On a fait des émissions, évidemment, on en refera d'ailleurs sur la commune. Cette commune est noyée dans le sang, après avoir été une parenthèse, évidemment, on pourrait presque dire d'utopie politique dans tous les domaines, puisqu'on avait un régime qui était très en avance, si l'on peut dire, sur son temps. Tout ça est balayé. Le gouvernement versaillais reprend le contrôle et c'est le retour. Alors, il va falloir du temps avant que les corps constitués reviennent à Paris. Ne parlons même pas des parlementaires qui resteront à Versailles jusqu'en 1879, Bruno Fuligny. En effet, d'abord il y a eu des incendies, la ville est ravagée par ce qui a été une guerre civile franco-française. Certains bâtiments ont été incendiés et puis on continue de se méfier de Paris. Il faut savoir aussi que la police est à l'œuvre, que bien sûr de nombreux communards ont été fusillés à chaud, si j'ose dire, pendant la semaine sanglante, mais qu'ensuite pendant des mois et des mois, procès, il y a non seulement des procès, mais il y en a qui se cachent. Il y a une véritable traque. Il y a ceux qui essayent et parfois réussissent à passer la frontière, qui vont en Belgique, qui vont à Londres. Justement, vous avez publié un texte que vous avez intitulé « Dans l'enfer du bagne ». Ce sont les mémoires d'un transporté de la commune, Alexis Trinquet, que vous avez redécouvert vous-même. Oui, tout à fait. C'était une grande surprise et une grande joie. Dans les archives du PCF, il y a quelques boîtes avec des documents sur la commune, et ce n'est pas un hasard si les communistes se sont intéressés aux communards. Oui. Et parmi ces documents, il y avait le manuscrit inédit d'un membre de la commune, Alexis Trinquet, qui était un cordonnier de Belleville, qui a été arrêté. Donc lui n'a pas été fusillé pendant la semaine sanglante, il a combattu, il est arrêté. Il fait partie des premiers jugés, donc le fameux procès des communards de 1871, qui est le tout premier procès et qui est véritablement mis en scène par Thiers pour montrer que ça y est, le pouvoir légal a repris la main. Il va être envoyé en Nouvelle-Calédonie et il va être envoyé comme transporté. Là, ça nécessite quelques mots d'explication, parce qu'il y a 2 grandes catégories. Il y a les déportés, environ 5000, 5500 communards qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie et un petit peu livrés à eux-mêmes sur l'île des Pins, sur la presqu'île du Causse, et puis environ 300 communards qui, eux, sont traités comme des droits communs parce qu'ils ont tué. Trinquet, par exemple, a fait fusiller un policier dans la cour de la mairie du 20e arrondissement. Eux, ils sont envoyés au bagne de l'île Nou avec les assassins, les voleurs. Et donc, c'est une véritable existence de forçat qu'il décrit dans ce texte qui était inédit et que je publie pour la première fois.
Ah oui, c'est ce qu'on appelle un document. C'est très agréable de voir de nouveaux documents, des témoignages. Dans l'enfer du bagne, mémoire d'un transporté de la commune, un texte présenté donc par Bruno Fulini, texte d'Alexis Trinquet, aux éditions des Arènes. Éric Anseau, il faudrait citer bien entendu tous vos ouvrages, et notamment cette somptueuse biographie de Napoléon III. D'un mot, si l'on devait conclure sur cette année extrêmement dure, entre l'été 1870 et l'été 1871, la France est passée vraiment au bord du gouffre.